vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien et aussi se portent bien les hommes de votre vie, fils, neveux, amoureux, comment vont-ils ? Si je vous parle de masculinité, il y a de nombreuses images et de manières d'être qui s'imposent à vous. La majorité d'entre elles sont apprises, culturelles, familiales. Il y a depuis quelques années un mouvement social pour conjuguer masculinité au pluriel, pour revendiquer des changements, une modernité, une évolution dans la façon de se percevoir, de percevoir les hommes et de se revendiquer comme masculin. Nous voulions apporter notre petite pierre du côté de la science pour comprendre les enjeux actuels que rencontrent les hommes en 2024. L'occasion de lire ou de donner à lire des ouvrages comme Cocorico, le livre de Michael Bergeron ou aussi un petit guide publié par un nouvel organisme, Des hommes qui changent. Nous voulions parler aussi de la santé des hommes, particulièrement de leur santé mentale. Comment vont les hommes en 2024 ? C'est notre sujet de la semaine. Ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous intéressons aujourd'hui aux hommes, à leur santé, à leur masculinité ou à leur masculinité au pluriel, car nous allons le voir avec nos invités, il n'y a pas une seule manière d'être homme ou masculin. Donc j'en parle avec Michael Carlier, entrepreneur social et cofondateur de l'organisme Des hommes qui changent, la première plateforme québécoise consacrée aux masculinités positives. Bonjour. Bonjour Isabelle. J'en parle aussi avec Gilles Tremblay, professeur retraité de l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Vous avez été responsable de l'équipe de recherche Masculinité et Société et aussi de celle du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes depuis sa création et jusqu'à tout récemment, je crois. Oui, c'est ça. Je viens de terminer la responsabilité que j'ai cédée à quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, professeur Tremblay. On est aussi en compagnie de Michael Bergeron, qui est un journaliste, donc un collègue à moi, qui est chroniqueur à La Tribune, qui est chroniqueur aussi à Radio-Canada. Vous avez été conférencier, consultant pour des événements littéraires, tels que le Mois de la Poésie, je pense, le Jamais lu. Vous êtes auteur de 3 livres, donc Cocorico, les gars, il faut qu'on se parle aux éditions Somme Toute. Bonjour. Bonjour à vous trois. Bonjour. Donc, ces derniers temps, on parle beaucoup d'identité de genre, de revendications pour plus d'équité entre les hommes et les femmes, de respect des différences et des droits. La société, on le voit, évolue, nos rapports individuels aussi. Nous voulons aujourd'hui mieux comprendre les enjeux que rencontrent les hommes en 2024. C'est très, très large, je sais. Mais tout d'abord, comment se portent-ils et comment vous portez-vous ? Peut-être, Monsieur Carlier. Alors moi, je me porte pas trop mal, mais les hommes, peut-être globalement, peut-être pas si mal, mais je pense que mes 2 collègues auront aussi beaucoup de choses à dire. Mais ce qu'on peut peut-être dire en très résumé, c'est que les hommes, peut-être aujourd'hui, se posent beaucoup de questions. Il y a évidemment beaucoup de mouvements féministes, beaucoup de mouvements sur les identités de genre, et j'ai envie de dire que les hommes, peut-être blancs, hétérosexuels, cisgenres, sont un peu perdus parce qu'ils ont l'impression que ce n'est plus leur place ou qu'ils ne savent plus où est exactement leur place, probablement parce que les mouvements féministes ont fait évoluer la place de la femme dans la société au fil des décennies. Et qu'il n'y a peut-être pas eu ces mouvements un peu équivalents pour les hommes. Et donc, on est peut-être plus nombreux à rester un peu figés dans certains codes ou certains modèles un petit peu de l'arrière-garde. Et on n'a peut-être pas eu assez d'outils pour nous mettre à jour finalement en fonction de la société qui évolue. Alors, je dirais en prémisse de notre conversation, peut-être que certains hommes sont un peu perdus aujourd'hui. Entendu. Professeur Tremblay, vous vous intéressez donc aux réalités masculines depuis plus de 40 ans. Donc, pour vous, comment se portent nos hommes? Bon, en général, je vais dire comme M. Carrier, ça va quand même relativement bien et les données nous montrent qu'effectivement, de manière générale, les hommes se portent bien. Si on leur demande comment vous vous sentez, quel est votre état de santé, quel est votre physique ou mental, on arrive avec des taux quand même très, très élevés.
En même temps, on sait aussi que les hommes sont aussi en surnombre dans plusieurs types de maladies, de mortalité, sur les causes de mortalité au Québec. 7 des 10 principales causes de mortalité, les hommes sont en surnombre. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui se passent qu'il faut faire attention, regarder de plus près. Effectivement, on est dans des périodes aussi d'ouverture, de changement. Avant, on avait un modèle unique. Maintenant, on a de multiples modèles. Et donc, ça demande aussi de se définir autrement que d'essayer d'adhérer à un seul modèle. Oui. Monsieur Bergeron, de votre côté, comment vous vous portez aujourd'hui? Ce matin, ça va malgré la pluie au moment où on se parle. Mais je dirais, tout dépend de à qui on parle. Je dirais, pour répondre à cette question, si on parle à certains masculinistes qui en ce moment ont un discours très où l'homme serait la plus grande victime de la société, non, les hommes vont mieux que ces discours-là qu'on peut entendre dans une certaine partie de la population. Mais après, évidemment, il reste des enjeux. Je pense que oui, on a abordé justement qu'il y a beaucoup de changements de société qui se font en ce moment quand même dans une courte période de temps. Ça peut bouger vite aux yeux de certains. Il faut effectivement redéfinir les codes, pour repenser à comment on peut s'identifier ou comment quels sont justement ces différents traits culturels ou traits sociaux qu'on pourrait associer justement à la masculinité et comment se retrouver là-dedans. Puis il y a certains enjeux dans lesquels je pense que les hommes doivent réfléchir à pourquoi ces enjeux-là existent. Est-ce qu'ils sont le signe de peut-être de certains problèmes? Est-ce qu'ils ne signifient pas que les hommes sont un problème, mais plutôt est-ce qu'il y a quelque chose, justement, peut-être qui découle de ces vieux codes, de vieilles façons de faire qu'on pourrait changer, qui, en même temps, pourrait aider à changer des choses vers le mieux. Donc, on est comme dans une espèce on est dans un mouvement des plaques, là. Oui, dans un entre-deux. Oui, donc, effectivement, c'est pas que ça va mal, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu non plus. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est important de toujours réfléchir à ce genre de questions. Oui, mais pour vous, ça va? Aujourd'hui. Je dirais que il y a toujours place à amélioration. D'accord, entendu. Monsieur Carlier, j'aimerais explorer avec vous ce que vivent certains hommes. On l'a compris, c'est pas tous les hommes non plus. Vous dites souvent que le problème n'est pas l'homme, mais la masculinité. Expliquez-moi. Oui, parce qu'on entend beaucoup dans les médias, on associe beaucoup le terme masculinité à toxique. C'est toujours la masculinité qui est toxique dans les médias, beaucoup. Alors, forcément, ça fait peser aussi un certain poids sur les épaules de bien des hommes, à se dire, on n'a plus le droit d'être homme. On entend un peu ça en ce moment. Donc, c'est juste histoire de prendre un petit peu un pas de recul et de se dire, c'est surtout comment on est socialisé. Gilles Tremblay le disait, il y avait un modèle unique avant pour être homme. C'était facile, entre guillemets, de savoir ce qu'il fallait être pour être un homme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Donc, c'est les masculinités, c'est la socialisation. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour répondre un peu aux préoccupations aujourd'hui de la société, et notamment dans la relation homme-femme, évidemment. Je le disais, les mouvements féministes ont fait évoluer la place de la femme, les hommes peu. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est de questionner qu'est-ce que c'est être homme, donc c'est quoi les masculinités possibles, comment on peut les inventer, comment on peut se réapproprier des comportements, des attitudes qui sont dites féminines, l'empathie, la douceur, la connexion aux émotions, qui avant c'était impensable d'avoir un peu ces compétences-là en étant homme. Aujourd'hui, ça nous paraît évidemment très nécessaire pour être en lien d'abord avec soi-même et donc avec les autres. Donc aujourd'hui, en fait, la question, effectivement, le problème n'est pas être homme, mais c'est comment incarner ce fait d'être homme, comment incarner notre masculinité. Puis après, on rentre un peu dans cette discussion sur cette palette, effectivement, de cette fluidité qui fait tant peur, mais qui est effectivement une expression de soi, finalement, qu'on soit homme, femme, peu importe, mais comment on s'exprime soi pleinement et non pas juste avec la moitié de nos comportements qui devraient être ceux associés aux hommes plutôt que ceux associés aux femmes. Oui, donnez-moi un petit peu quelques exemples pour que je vous suive bien de cette palette. Cette palette, pour moi, déjà, la première, c'est la connexion aux émotions. L'homme stoïque, l'homme dur et disponible en tout temps, l'homme pourvoyeur, l'homme infaillible. C'était le modèle des années 50, 60. Ça, c'était clair, c'était facile. On comprenait très, très bien comment il fallait être un homme. Mais en même temps, ça fait des hommes. Gilles Tremblay parlait effectivement, l'aspect dépression, suicide, etc. Ça vient avec un fardeau émotionnel, un fardeau de comment se comporter et comment être pleinement soi. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a de la place. On a une envie. Il y a beaucoup d'hommes à qui je parle qui ont envie d'assumer pleinement cette partie-là d'eux-mêmes, d'être beaucoup plus sensibles, d'oser pleurer devant leurs amis hommes, devant leurs blondes, devant leurs parents. Donc d'être entier, j'ai envie de dire, plutôt que d'être coupé en deux. Donc
j'essaie d'être plus précis pour répondre à votre question. Donc, c'est ça, d'être vraiment connecté à ses émotions, à ce qu'on ressent et à nommer. Et ça, c'est pas toujours facile d'avoir cette littératie émotionnelle, de savoir quelles sont ces émotions. On n'a pas juste la colère ou la joie. Il y a beaucoup d'autres mots pour nommer des émotions, mais on les a pas forcément appris. Donc, je reviens à la socialisation. On nous a pas appris comme hommes, alors que les femmes, on va leur apprendre beaucoup plus cette douceur, cette sensibilité, mais on en a besoin aussi comme hommes. Entendu. Monsieur Bergeron, y a-t-il pas autant de masculinité qu'il y a d'hommes? C'est ce que je pense, c'est ce que je défends comme idée, oui. Et moi, c'est une chose, en fait, que je trouve beau, justement, dans le féminisme, c'est qu'il y a cette idée qu'il y a autant de féminité qu'il y a de femmes. Et donc, un peu comme Michael disait, le féminisme a beaucoup apporté, je pense, justement, aux femmes, autant dans leur identité que dans le gain de droits, etc. Mais je pense que les hommes devraient s'inspirer, effectivement, de ces réflexions-là et se dire, oui, il y a peut-être autant de façons d'être un homme, de masculinité qu'il y a d'hommes. Puis c'est intéressant quand des gens réfèrent que c'était plus simple à l'époque, parce qu'effectivement, le modèle masculin était très très carré, là, comme Michael l'a expliqué. Mais en fait, c'est que si on creuse, on se rend compte que oui, peut-être que c'était plus simple l'image, mais ça ne veut pas dire que tout le monde cadré dans cette image-là. Et c'est simplement qu'il y a beaucoup d'hommes qui, malheureusement, doivent avoir beaucoup d'énergie pour faire semblant qu'ils correspondaient à cette image-là. Et si on regarde les statistiques de l'époque, on se rend compte que, justement, le fait qu'aujourd'hui, on éclate davantage cette identité ou cette représentativité, je pense que ça aide à faire en sorte que il y a peut-être moins d'alcoolisme chez les hommes, il y a peut-être moins de taux de suicide, il y a peut-être moins de dépression, il y a peut-être moins de violence. Ce n'est pas vrai, oui, il y avait peut-être un modèle plus simple à l'époque, mais ce n'est pas vrai que les hommes étaient nécessairement allaient mieux. Je pense qu'au contraire, ce moule-là, qui était peut-être très simple, était en même temps très étouffant, je pense, pour beaucoup d'hommes. Mais évidemment, à ces époques-là, on n'en parlait pas de ça. On ne parlait pas de santé mentale à cette époque-là. On ne parlait pas de dépression et de tous ces enjeux-là. Donc, je pense qu'il faut faire attention avec cette espèce de mirage que parfois on dit que c'était plus simple à l'époque. Peut-être, ça ne veut pas dire que c'était plus sain. C'est là peut-être qu'il manque un peu de nuance. Donc oui, moi je crois qu'il y a autant de masculinité qu'il y a d'hommes. Et je pense qu'il faut en parler, il faut le répéter et montrer que il y a tout un spectre, il y a plein de façons d'être homme. Et c'est pas parce que une personne a telle personnalité, tel trait, tel goût, qu'il est moins homme qu'une autre façon d'être. Donc, je pense que c'est important de leur rappeler ce message-là pour que tout le monde puisse en fait s'épanouir, être eux-mêmes, puis ensuite, retrouver des gens qui leur ressemblent, puis contribuer à la société. Puis, donc, je pense que c'est au mieux de tout le monde, à la fois pour chaque personne individuellement, mais c'est aussi pour le mieux de la collectivité. Oui, professeur Tremblay, vous, ça fait 40 ans que vous y intéressez à ces réalités masculines qui sont multiples. Donc, il y a multiples façons d'être homme et bien des catégories d'hommes qui vivent aussi des vulnérabilités, n'est-ce pas? Oui, effectivement, il y a des hommes qui vivent plus difficilement ces réalités-là. Et il faut voir, quand on vit, par exemple, en contexte de pauvreté, c'est sûr que c'est moins facile que si on a beaucoup de sous. On comprendra bien. On ajoute aussi des couches à mesure qu'on vit, qu'on est dans des sous-groupes qui sont aussi marginalisés, des formes de marginalisation. Ça ajoute aux difficultés de se redéfinir et ça devient encore plus complexe dans ce contexte-là. Tout ça pour dire aussi qu'à quelque part, on est toujours en processus de mise à l'écart du certain modèle unique qu'il y avait, qu'on parlait tantôt, qui est très vrai, et qui ramène à quelque chose de base, comme je dis souvent, toute la vieille théorie que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, on vient tous de la planète Terre. C'est complètement faux qu'on dise qu'on vient de Mars ou de Vénus, on vient tous de la planète Terre. Et les collègues qui viennent de parler, je pense, l'exprimaient très bien. C'est quelque chose de base. On est tous avec quelque chose qui est là, qui est important. Tout ça pour dire que quand même les modèles stéréotypés, les modèles qui sont très forts, ils font toujours influence. On le voit par certains influenceurs qui ont quand même encore qui jouent encore particulièrement sur les réseaux sociaux, mais on le voit aussi dans certains types d'idées ou qui sont présentes. On a juste à voir la campagne électorale américaine. Un modèle comme Trump, par exemple, c'est un modèle qui représente bien un ancien modèle de masculinité, machiste, sexiste, raciste, tout ce
qu'on veut du genre. Alors, est-ce qu'on veut ça maintenant comme dans nos réalités modernes? Exact. Je pense que non. Malheureusement, on n'est pas les États-Unis ici, mais il reste que ces modèles-là ont quand même encore des impacts, même au Québec. Et il faut être très prudent quand on parle, quand on échange, pour être sûr de prendre une distance, pour être sûr d'aider aux hommes aussi à se créer comme ils ont besoin dans tout leur champ de possibles pour se réaliser pleinement et non pas d'être des demi-personnes. Oui, vous avez parlé des discours qui circulent actuellement, justement, dans ce que vous qualifiez vous-même de manosphère des réseaux sociaux, ces vieux discours, mais la réalité est complexe. Quelle est la part des réseaux sociaux, peut-être dans le mal de vivre des hommes? Mais je vais rester avec vous, professeur Tremblay, vu que ça vous a ouvert la porte. On ne sait pas jusqu'à quel point que l'étendue des réseaux sociaux. On sait que ça marque et qu'effectivement, les réseaux sociaux ont une influence sur la société. Jusqu'à quel point, je n'ai pas d'évaluation très claire. Mais c'est sûr que dans les réseaux sociaux, il circule de bonnes choses et de moins bonnes. Et donc, il faut tellement un certain niveau de prudence, nécessairement. Oui, Monsieur Bergeron, quelle est la part des réseaux sociaux dans ce mal de vivre des hommes? En fait, ce n'est pas que tout blanc ou tout noir. Effectivement, il y a un certain discours qui a une grande popularité, un discours qui en fait, je trouve va même au-delà du stéréotype là, très masculin, mais c'est parfois des discours très violents, en fait, qu'on trouve où l'homme devrait toujours être le mâle alpha, ce qui en théorie est impossible. Tout le monde ne peut pas être alpha, sinon ce n'est pas un mâle alpha par définition. Il y a quelque chose d'un peu aberrant, mais ce discours-là est quand même très, très, très présent. C'est vrai. Il rejoint beaucoup aussi les jeunes par les réseaux sociaux, parce que, peut-être les jeunes sont peut-être un peu plus sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, moi, j'amène aussi que j'ai aussi tellement d'exemples, j'ai eu tellement de témoignages de gens qui, grâce aux réseaux sociaux, ont réussi justement à s'affirmer ou à trouver des modèles positifs, à trouver des modèles différents et à se reconnaître alors qu'ils ne se reconnaissaient pas peut-être justement dans les modèles plus traditionnels. Et grâce aux réseaux sociaux, ils ont eu accès à une diversité. Et c'est cette diversité-là qui leur a permis de s'épanouir, de grandir, de trouver des références, de trouver une communauté. Donc les réseaux sociaux ont un énorme impact, mais ce n'est pas toujours négatif, ce n'est pas toujours positif. Ça dépend toujours un peu sur quoi le jeune ou la jeune en fait est tombé, les algorithmes, l'entourage, c'est sûr que ça influence aussi l'entourage. Si on est dans un groupe d'amis qui est beaucoup plus ouvert ou un groupe d'amis qui est beaucoup plus je dirais plus, on trouve dans les vieux stéréotypes, c'est sûr que ça va influencer aussi le contenu auquel on va avoir droit. Donc, tout dépend un peu de tellement de facteurs. Donc, les réseaux sociaux peuvent à la fois être un gros défi, une partie du problème, mais ça peut aussi une partie de la solution. Donc, tout dépend toujours de qu'est-ce qu'on parle. Oui. Monsieur Carlier, les réseaux sociaux, vous les voyez comment? Oui, j'irai un peu dans le même sens que mes collègues. C'est sûr que si on se concentre un petit peu 2 secondes sur les masculinistes, c'est sûr qu'on a l'impression que c'est effectivement ces gens-là qui ont pris une place dans les discussions autour des hommes qui étaient un peu vides, qui étaient un peu vacantes. Puis c'est eux qu'on entend le plus parce que les médias sociaux sont faits de telle sorte que ce soit ce type de discours qui se relaient le plus que des choses peut-être un peu plus nuancées et complexes. Alors forcément, c'est des discours qui sont faciles à avaler, j'ai envie de dire, quand on est un peu perdu. Donc c'est un petit peu ce qui nous a amené avec des hommes qui changent à chercher peut-être à faire une contre-proposition finalement dans la place des hommes, dans les réflexions qu'on peut avoir, dans les discussions qu'on peut avoir. Ne pas laisser la place juste au discours masculiniste où on a l'impression que ce n'est que ça en ce moment qui est la parole des hommes ou du silence des hommes. Donc non, il y a beaucoup plus de nuances et on a envie de faire partie de cette nuance-là. Oui, votre organisme des hommes qui changent, ça, c'est la première communauté apprenante. C'est ce que vous développez destiné à tous les hommes et à leur entourage. Expliquez-nous un petit peu, justement, ce que c'est que votre organisme et puis un petit peu ce que vous faites là. Oui, donc on existe depuis 1 an et demi. On est tout nouveau. Donc on arrive aussi avec beaucoup d'humilité. On sait qu'il y a des gens comme Gilles Tremblay qui travaillent sur ces questions-là depuis très longtemps. Notre proposition, c'est de créer des espaces de conversation et de réflexion, finalement, d'amener un peu ces discussions dans différents types de circonstances, notamment dans les organisations, chez les employeurs par exemple.
On sait que les grandes entreprises cherchent à mieux travailler la relation homme-femme, par exemple, ou en tout cas les diversités au sens plus large. On sait que les hommes ne sont pas forcément les plus proactifs dans ce genre de discussion-là. Donc, c'est d'amener ces réflexions-là, notamment. Donc, tant j'ai envie de dire, dans l'aspect citoyen, donc comme homme, comment moi, je réfléchis à ça, mais comme employé, comme gestionnaire, comme patron, éventuellement, donc dans toutes les sphères. Donc, c'est d'arriver avec des espaces de conversation, du contenu en ligne, des réflexions, des recensions de livres pour finalement s'informer, pour comprendre, pour faire partie de la conversation. On entend beaucoup les féministes, les femmes, et à raison de dire que les hommes sont peu volubiles quand il s'agit de problèmes hommes-femmes, par exemple. On a envie non seulement de faire partie de cette conversation, mais d'aider les hommes, eux aussi, à faire partie de cette conversation en s'éduquant, ou en tout cas en réfléchissant à ces questions-là. On pense que les femmes ont une certaine longueur d'avance sur ces réflexions de société. On a envie de contribuer à ce que les hommes aussi soient vraiment partie prenante de ces discussions. Aussi, oui, on a publié un guide au début de l'été. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité, de dire, on entend beaucoup d'hommes de dire j'ai envie de participer. Oui, le féminisme, ça me tient à cœur, mais finalement, il ne fait rien. Et puis, j'ai été beaucoup dans cette position-là pendant très longtemps aussi, parce que on ne sait pas, ou en tout cas. Et on attend aussi beaucoup des femmes qu'elles nous éduquent, et on entend aussi beaucoup les femmes de dire éduquez-vous vous-même, messieurs. Et elles ont raison. Alors, ça a été notre contribution, notre pierre à l'édifice, de dire voilà, un petit guide en 8 points qui sont très simples. Le premier, une première partie, apprenons. Faisons nos devoirs, faisons nos lectures, écoutons, il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de livres comme le livre de Michael Bergeron notamment, mais il y en a beaucoup d'autres aussi pour réfléchir. Faisons ce premier travail, puis ensuite agissons en conséquence, intégrons ces réflexions-là, comment on se comporte nous-mêmes. Donc c'est un petit guide, j'ai envie de dire tout simple, qui fait une quinzaine de pages qu'on peut télécharger gratuitement sur notre site et qui a le mérite, je crois, en tout cas d'amener la réflexion, d'amener l'impulsion pour voilà ce vers quoi on pourrait tendre comme individu, comme homme. Et évidemment, ça ne fait pas tout le travail. Monsieur Bergeron, vous, le travail, vous l'avez fait. Vous avez écrit « Cocorico, les gars, il faut qu'on se parle ». Rappelez-nous pourquoi vous l'avez fait, justement, ce livre-là. Je dirais que c'est un peu comme Michael Carey vient de le mentionner. Je pense qu'il faut que les hommes embarquent dans la conversation. Moi, comme journaliste, je me suis un peu spécialisé dans les enjeux sociaux, donc que ce soit le racisme, que ce soit l'homophobie, mais aussi le sexisme. Et à un moment donné, à force de couvrir ces enjeux-là, je trouvais qu'il y avait un vide, je trouvais qu'il y avait un manque. Je veux dire, oui, il y a des groupes d'aide pour les hommes, puis évidemment, je veux dire, il se fait de la recherche, mais je trouvais que dans la conversation populaire, quand on compare, je dirais, le bouillonnement qu'il y a dans les milieux féministes, puis pas juste dans les milieux de recherche intellectuelle ou même militants, mais tu sais, de manière très large, de manière populaire, il y a une réflexion, il y a une discussion qui est très active du côté du féminisme, puis j'étais là, mais elle est où cette discussion-là du côté des hommes? Elle est où? Puis je pense que c'est important de réfléchir, puis de remettre en question, puis des fois remettre en question, ça veut pas dire tout chambouler. Des fois, on remet en question, puis on se rend compte que, c'est normal que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Mais je pense que c'est important, des fois, de se poser la question de, OK, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on peut modifier? Et je pense que les hommes, c'est important aussi qu'on embarque dans la conversation, puis il y a tellement d'enjeux importants, puis je pourrais nommer ne serait-ce que l'augmentation des féminicides là, qu'on a depuis quelques années, depuis la pandémie, c'est atroce. Et malheureusement, quand on regarde les statistiques, c'est commis par des hommes, donc je donne ne serait-ce que pour ce type d'enjeux-là qui, malheureusement, sont quand même nombreux, je pense qu'il faut se poser la question, OK, mais justement, réfléchissons. Pourquoi ça existe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Et là, je parle des cas les pires, là, comme les féminicides, mais c'est autant, effectivement, juste le fait que, parfois, malheureusement, dans certains milieux, un jeune homme qui voudrait s'intéresser à la danse plutôt qu'au hockey, il ne sera pas soutenu, il ne sera pas encouragé. Pourquoi? Et je pense que c'est important que collectivement, et les hommes, qu'on se pose la question justement de pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et donc, je trouvais qu'il y avait un manque de conversation. Donc, j'ai écrit ce livre-là pour participer humblement, moi aussi, de mon côté. Et ce que j'aime, c'est que depuis la sortie de mon livre, je vois que j'étais visiblement pas le seul, parce que justement, je vois d'autres personnes qui essaient aussi de contribuer ou qui nourrissent la conversation, que ce soit justement comme l'organisme que Michael a fondé, mais d'autres gens qui aussi font des conférences ou on fait des livres ou juste participent dans la discussion publique. Donc, je trouve ça le fun parce que c'est comme ça que je pense qu'on va réussir à évoluer puis à changer des choses.
Oui, professeur Tremblay, vous qui avez tellement d'expérience et qui avez été aussi responsable du pôle d'expertise et de recherche en santé du bien-être des hommes, les solutions ou les ressources offertes? En fait, il y a deux choses, je dirais. Il reste quand même qu'il faut en continuer à valoriser que demander de l'aide, c'est normal, c'est correct pour un homme autant que pour une femme. Oui. Quand on en a besoin, on va chercher de l'aide. La demande d'aide reste encore relativement complexe pour les hommes, même si on voit que les hommes demandent de l'aide en plus grand nombre qu'auparavant. Donc, on a fait des améliorations, mais on a encore énormément à faire. Et comme je disais tantôt, si on rajoute des couches, quand on vient au milieu de pauvreté, de la diversité sexuelle, de la diversité culturelle, ça devient c'est souvent encore plus difficile et on a encore de moins en moins ces hommes-là dans nos services. Heureusement, il y a un certain nombre de ressources qui ont été mises sur pied au Québec pour aider les hommes. Des services généralistes, entre autres, qui sont présents. Il y a tout le réseau public qui nécessairement est aussi disponible. Et il faut voir qu'il faut, quand on a besoin, pas gêner d'aller consulter. C'est normal. Oui, ça c'était pour le premier point. Mais justement, d'autres solutions, justement, ou des ressources. Vous avez vu pendant 40 ans il y avait beaucoup de problèmes qui ont évolué. Est-ce que vous êtes... Là, vous avez pris votre retraite, donc qu'est-ce que vous en retirez finalement de tout ça, de là où on est rendu, puis des ressources, il y a des choses à améliorer. On a fait un grand pas en avant, ne serait-ce que d'avoir maintenant un plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes. C'est un grand pas en avant. On attend le prochain, qui aurait dû être là depuis déjà une couple d'années et qu'on attend au printemps prochain. On a bien hâte de voir, mais c'est clair que, comme je disais, il y a tout un réseau de ressources là, dont on peut voir, par exemple, en allant sur le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, toute une série de ressources qui sont disponibles. Il y en a une centaine qui rendent des services aux hommes à l'échelle du Québec, ce qui est quand même intéressant. On était très loin de ça il y a 40 ans, où on était quelques-uns. Moi, je me souviens, il y a 40 ans, quand je travaillais en prénatal, où on était que quelques hommes au Québec à se préoccuper quelle sont la place des hommes dans le contexte prénatal, des rencontres prénatales, alors que maintenant, il y a tout un réseau de travail autour des hommes, autour de la paternité qui est extraordinaire. Là. Et partout, dans les organismes communautaires, famille, entre autres, il y a beaucoup de choses qui se font auprès des pères. Donc, c'est très intéressant aussi dans ce sens-là. On a fait des grands pas en avant. Cela étant dit, il nous reste encore de grands pas à faire pour être en mesure d'avoir la coupe aux lèvres et dire qu'on avance véritablement en santé et bien-être des hommes. Là. Entendu. Merci. On était en compagnie, donc vous venez de l'entendre, Michael Bergeron, qui est journaliste et chroniqueur et qui est auteur de Cocorico, les gars, il faut qu'on se parle. On mettra le lien, c'était aux éditions Somme Toute. De Michael Carlier, entrepreneur social et cofondateur de l'organisme des hommes qui changent. Et de Gilles Tremblay, professeur retraité de l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval et grand expert justement des masculinités et du bien-être des hommes. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter l'émission si vous l'avez aimée, partagez-la et aussi toujours visiter la page de l'émission sur le site de Science Presse. Je vous souhaite de passer une très belle semaine à notre antenne. Jin Xiaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique